vous êtes sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. Il a été le candidat socialiste à la dernière présidentielle, il était candidat également aux européennes, mais il n'abdique pas et il revient par un livre, Ce qu'il faut de courage, publié aux éditions Équateur. Bonsoir et bienvenue Benoît Hamon. Merci, bonsoir à vous. Nous sommes à un moment où toutes les crises semblent se rencontrer. Crise sanitaire, crise sécuritaire, crise sociale. Il y aura demain, on en parlait avec Jean-Michel Fauvergue il y a quelques minutes, la présentation de la loi sécurité globale à l'Assemblée nationale, enfin la proposition de loi. On est en état d'urgence sanitaire, tout cela a un prix, la réduction de quelques libertés publiques. Est-ce que vous l'acceptez comme un mal nécessaire, vous ? Non. Non, au sens où je comprends que il faille poser un certain nombre de restrictions, mais le réflexe systématiquement quand on est face à une crise, c'est de penser que en réduisant les libertés, on obtiendra la sécurité qu'on n'obtenait pas avec les libertés. Vous connaissez la formule qui dit si vous voulez plus de sécurité avec moins de liberté, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. C'est le vrai risque aujourd'hui de nous retrouver avec une remise en cause des libertés publiques à laquelle nous allons nous habituer. Il y a un très bel ouvrage assez court d'un avocat qui était d'ailleurs un soutien d'Emmanuel Macron, François Sureau, qui a fait un petit livre qui s'appelle que vous Sans la citez dans liberté. votre livre d'ailleurs. Et sans la liberté, c'est un petit peu le régime auquel nous nous habituons à vivre. Donc il faut être très attentif, cesser de diaboliser la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, les Nations Unies, quand elles pointent aujourd'hui la France sur un certain nombre de remises en cause de libertés fondamentales qui ont fait l'identité française. La nation française, elle s'est construite sur cet équilibre entre la liberté et l'égalité. Et attention à ne pas voir les piliers de la République s'éroder, la faute à des décisions qui remettent en cause durablement ces principes fondamentaux. Alors parmi les décisions, je ne sais pas si elles remettent en cause ou pas les principes fondamentaux, il y a celles qui concernent les commerçants. Beaucoup de commerces sont fermés, les restaurateurs sont à bout, il y a un sujet qui cristallise les rancœurs, c'est le Black Friday, week-end de soldes énorme sur Internet. Benoît Hamon, faut-il ouvrir tous les commerces pour ce week-end-là ? Est-ce qu'il faut les mettre en situation de concurrence un peu plus loyale ? Moi, Black Friday, d'abord sur le principe, je vais vous dire, cette illusion de l'abondance à travers l'économie low cost. 6 milliards l'an dernier, ouais, Black Friday. Mais à la fin de produits de quelle qualité ? Durable ? Non. Fabriqués dans de bonnes conditions ? Non. Avec un impact écologique positif ? Non. Avec un impact social positif ? Non. Parce que souvent, ce sont des produits qui viennent de loin, fabriqués dans des conditions sociales qui sont discutables. Moi, je pense ce sont aussi des emplois. D'ailleurs, Laurent Berger le disait ce matin chez nos confrères d'Inter. Il disait, attention, on attaque Amazon, par exemple, sur le Black Friday. Mais Amazon sont aussi des emplois, notamment en Saône-et-Loire, où il y a 1 millier d'emplois qui ont été créés, etc. Je permets de dire que s'il y a des emplois créés par Amazon, il y en a beaucoup moins créés par Amazon qu'il y en a détruits dans les commerces de proximité. Donc il faut faire attention parce que ce modèle de l'économie low cost est celui qui nous permet d'acheminer des produits nombreux dans les grandes surfaces à bas coût, parce que beaucoup de gens ont des petits salaires et ne peuvent s'acheter que ces produits-là, au point qu'on n'ait pas tellement le choix que de s'acheter des produits alimentaires qui sont de mauvaise qualité. On peut pas prendre du bio, que de prendre des fringues ou des habits qui sont là aussi fabriqués dans des conditions qui sont discutables, de faible qualité. Ce modèle économique-là, il est mort. Normalement, il est mort avec cette crise. On devrait passer à autre chose. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais justement, c'est là que on a redécouvert notre vulnérabilité au moment de la crise du Covid. Ça a duré quelques semaines. Vous aviez des débats sur RTL, sur toutes les grandes chaînes info, sur le fameux monde d'après. Le monde d'après, de ce qu'on en aperçoit aujourd'hui, les trajectoires qui sont prises consistent à essayer de redémarrer la machine là où on l'avait laissée avant la crise, selon les mêmes raisonnements qu'avant et avec la même logique. Et ça ne tiendra pas parce que nous allons redécouvrir que les crises écologiques et les crises sanitaires liées justement aux crises écologiques seront nombreuses et que c'est notre modèle de développement, notre rapport à la nature, qui explique aussi en grande partie les crises que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, si je reviens au Black Friday, moi je pense que ces modèles-là est un modèle avec lequel il faudrait rompre assez vite, le plus vite possible. Vous appelez au boycott, par exemple ? Non, mais moi, mon problème, c'est pas le boycott. Les gens sont grands maintenant. C'est pas Benoît Hamon appelle au boycott, ça va changer quoi ? Je pense que on le voit bien. On a des réflexes qui consistent à acheter par Internet. Résultat, ça nous arrive assez vite, mais ça nous arrive dans des conditions dans lesquelles la qualité du produit qu'on achète, elle est discutable. On a des réflexes consuméristes avec lesquels il va falloir rompre. Sans quoi, la sobriété qui est indispensable à nos sociétés et à notre économie pour qu'on puisse aller, je vais
dire ralentir nos émissions de gaz à effet de serre, être un peu plus respectueux de la biodiversité, être un peu plus attentif aux soins des personnes. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Et je pense que chacun est capable de voir ça dans son quotidien. Il n'y a pas besoin d'appeler au boycott. Vous évoquiez le monde d'après. La première conséquence dans ce monde d'après, c'est la pauvreté qui explose. Cette année, on va franchir le cap des 10 millions de pauvres, s'alarme le Secours catholique. On va franchir aussi celui des 300 000 sans-abri. Ça, c'est la Fondation Abbé Pierre qui le dit. Votre réponse à vous, c'est le RUE, le revenu universel d'existence. Expliquez-nous simplement comment cela pourrait régler les problèmes. Bon, d'abord, c'est un moyen évident d'éradiquer la pauvreté dès lors que... C'était d'ailleurs votre projet phare dans votre plateforme présidentielle. Hein. Oui, je considère aujourd'hui qu'il faut qu'on change notre rapport au travail, notre rapport à la richesse. Le revenu universel, c'est 750 € qui seraient versés par mois, par personne, à tout Français, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Donc ça complète un salaire. Si vous avez qui travaille ou qui ne travaille pas, et quel que soit en fait ses revenus et son niveau de vie, c'est pour tout le monde. Oui, mais... L'idée, philosophiquement, en quelques minutes, c'est toujours difficile d'expliquer ça, mais d'abord, on a fait l'expérience pendant la crise pandémique du fait que on travaillait sans être dans l'emploi. Qui va dire que quand on est en télétravail, on ne travaille pas. Quand on aide les enfants à faire leurs leçons, on ne travaille pas. Quand on fait du travail domestique, ce ne serait pas du travail. Quand on fait un travail bénévole, ce ne serait pas du travail. Tout ça, c'est du travail. Pour autant, le seul travail qu'on rémunère, c'est celui dans l'emploi. Donc je pense, moi, qu'il faut aujourd'hui prendre en compte le fait que le travail, ça n'est pas que l'emploi. Parce que tout le travail bénévole, le travail familial, c'est un travail qui crée du lien social et qu'il faut être attentif au lien, au moins autant qu'au bien. Puis la deuxième chose, qui je crois l'idée la plus centrale de ce livre, c'est qu'on a un peu oublié que dans la richesse qui se crée chaque année en France, il y a celle qu'on crée nous-mêmes, et puis il y a celle qui est l'héritage ou la rente du génie, des innovations, des progrès créés par nos ancêtres. Ils nous ont permis de pouvoir arriver sur cette planète au moment où nous sommes nés, déjà riches de cet héritage-là. Eh bien, Thomas Paine, c'était pendant la Révolution américaine et française, imaginait que le principe selon lequel cet héritage puisse être partagé entre tous et qu'il ne revenait à personne de s'accaparer le fruit de cet héritage. C'est ça, philosophiquement, le revenu universel. Ce n'est pas un revenu qui est indu, c'est le partage entre tous de ce que héritage nous ont donné, de ce que nous lèguent nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, le fruit de leur génie. Plus trivialement, vous le chiffrez à 500 milliards d'euros. Oui, à pleine... C'est beaucoup. Oui, mais ce qu'on va vous dire, c'est où est-ce que vous trouvez... Alors je sais qu'aujourd'hui on trouve les milliards assez facilement, mais comment on finance ça ? Mais je ne prétends pas que ça puisse se trouver du jour au lendemain, et surtout pas d'un coup de baguette magique. Je vais vous prendre l'exemple que je vous donnais en aparté avant d'entrer, mais c'est le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Entouré de gaullistes, de socialistes et de communistes, il crée la sécurité sociale en France en 1945. Le pays est à plat, ruiné. L'appareil industriel est à terre. Détruit. Les travailleurs reviennent du STO en Allemagne, des camps de prisonniers. L'état d'esprit et le moral n'est pas bon à cause de la collaboration. Et pourtant, ils font quoi ? L'assurance maladie à travers le régime obligatoire universel et le système de retraite. Personne n'a dit au général de Gaulle et à tous ceux qui étaient dans le Conseil national de la résistance, mais rendez-vous compte, messieurs, dames, ça va coûter 30% du PIB, votre affaire, dans quelques décennies. Non, on leur a dit... Ils ont choisi un chemin, ils ont proposé comment le prendre, et très vite, au bout de quelques années, ça pesait déjà 10% de la richesse nationale. Aujourd'hui, vis-à-vis du revenu universel, le réflexe, c'est de dire, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça coûterait trop cher si on le faisait tout de suite. Mais moi, je propose d'ailleurs un chemin. Il y a une chronologie à construire. À plein régime, le revenu universel, je n'imagine pas, dans 1, 2, 3 ou 4 ans, il faudra au moins 2 quinquennats. Voilà. C'est la raison pour laquelle... il faut retrouver, que j'ai envie de dire, le sens du temps long. D'ailleurs, vous avez dit, il n'abdique pas. Je n'abdique pas le combat des idées. Oui. Le combat politique, par contre, je l'ai dit, moi je ne suis pas dans le... Ça c'est fini pour vous ? Non, oui, moi je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je ne fais pas de retour en politique. Je viens avec quelques idées sur lesquelles j'ai voulu travailler. Pourquoi ? Parce que je me suis souvenu des critiques qu'on a formulées contre le revenu universel. Et j'ai voulu essayer d'y répondre en proposant à mes compatriotes, mes concitoyens, qu'on réfléchisse au travail. Est-ce qu'on s'épanouit tant que ça dans le travail ? Oui, on aspire à être utile par le travail, mais est-ce qu'on n'a pas envie aussi d'être reconnu, de s'émanciper différemment que par le travail ? Et je crois que le revenu universel ouvre cette voie-là. C'est vous qui évoquez la présidentielle. Si la gauche part divisée en 2022, la gauche perdra sans doute. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé clairement et officiellement sa candidature, peut être votre candidat, celui qui portera vos idées ? Écoutez, je pense qu'il peut l'être,
comme d'autres peuvent l'être, lui, à condition qu'il sache faire les gestes pour rassembler une famille politique dont il s'est tenu quand même méthodiquement à l'écart ces dernières années. Mais je verrai, je regarderai. Fermez pas la porte en tout cas. Non, je ne veux surtout pas lui fermer la porte, ni à qui que ce soit d'autre. Mais Christiane Taubira peut être une très belle candidate pour toute la gauche. Un écologiste peut-être... François Hollande non, je crois pas. Je pense que... j'avais pas compris que vous me donniez ce nom-là, c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Non, je crois pas. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut essayer, en tout cas, de rechercher les voies et les moyens de n'avoir qu'une ou un candidat pour les écologistes et pour la gauche. Comme si moi je peux aider à une chose, j'aiderai à cela. J'ai une dernière question. La politique, c'est aussi, et on l'oublie parfois, une aventure humaine, rude, éprouvante, difficile. Vous revenez sur votre présidentielle. La défaite fut féroce, vilaine, ineffaçable. La campagne fut si brève et la chute si longue. Je prends, je porte, j'assume tout. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas pouvoir vous relever, Benoît Hamon? Est-ce que vous avez été touché physiquement, humainement, psychologiquement? Vous savez, j'ai évidemment réfléchi à tout cela et je veux utiliser une image, mais c'est la statue de Glaucus de Rousseau. C'est que on a au départ une forme de pureté de l'engagement et puis à force de conventions, il faut pas faire ci, de préjugés, d'obligations qu'on se fixe, d'autocensure, on se recouvre de sédiments qui vous amènent des fois à perdre le fil de votre engagement initial et de la pureté de cet engagement. Je pense que la campagne a fait voler en partie cela, ces sédiments-là. J'ai essayé de partager avec les Français, d'avoir la confiance que j'avais en eux et en nous, parce que j'ai essayé de mener une campagne optimiste. Je disais déjà en 2017, il faut voter pour et pas contre. J'essaye de le faire encore maintenant. Je veux retenir de tout ça que moi, en tout cas, le pays que j'ai rencontré et les femmes et les hommes que j'ai rencontrés, j'ai vu beaucoup de colère, parfois beaucoup de ressentiment, une envie de faire mal et d'en découdre, mais j'ai vu aussi le contraire. C'est-à-dire que moi, je veux croire que dans le paysage actuel, il y a un antidote quelque part, comme il y a un vaccin au Covid, et que c'est cet antidote qu'il faut cultiver, et c'est ce que j'essaye de faire à travers les idées que je défends. Peut-être un peu plus loin du combat politique au jour le jour, mais avec l'idée d'aller vers la bonne vie, puisque c'est doit être le sens, à mon avis, de l'engagement politique. Merci Benoît Hamon. Votre livre s'appelle donc « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel » et il est disponible chez Équateur. Merci Thomas Soto de me donner le temps de parler de ces sujets-là, une heure de grande écoute sur une grande radio. On a le temps de poser et développer les idées. Merci Benoît Hamon, à bientôt. Nous sommes en plein Vendée Globe, alors la culture de l'actu va prendre l'eau ce soir et ça va se passer avec la capitaine de frégate Julia Bolcou. RTL Soir, Thomas Soto.